Bonjour à tous et merci de nous rejoindre, ou plutôt de nous retrouver, puisqu'après cette belle parenthèse canoise, la fanzone est de retour, votre émission geek héroïque, et cette semaine j'ai envie de dire vidéoludique, puisqu'on va évoquer l'univers des jeux vidéo, pardon. Je perds mes mots, on va parler de jeux vidéo donc avec Thomas, avec Vincent et avec Olivier qui nous fera un petit débrief de Injustice 2. On parlera également des adaptations de jeux vidéo au cinéma et en série. On rendra hommage à Roger Moore, le James Bond Roger Moore qui est décédé la semaine dernière. Mais avant, on commence par notre débat. Vous le savez peut-être, enfin vous le savez sans doute. C'est Tom Holland, le futur Spider-Man, qui a été choisi pour incarner Nathan Drake dans l'adaptation cinéma de Uncharted. Pour vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je commence par Olivier qui a une réponse bien sympa. Nette, franche, non. C'est une Voilà, catastrophe. merci. On Voilà. passe au... Non, voilà, donc oui, donc mauvaise idée pour toi. Ou t'as une très mauvaise idée, mais je vais peut-être. On fait un tour de table déjà et ensuite on développe ou. Ça marche, on va passer. Donc Thomas, Vincent, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise idée de caster Tom Holland en Nathan Drake? Sachant que Nathan Drake dans Uncharted, ça ressemble à ça, on dirait plus l'acteur Nathan Fillion que Tom Holland, mais voilà. Bah, dans la mesure où ça va parler de la jeunesse du héros, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Voilà, moi c'est pareil, c'est que quand on m'a, enfin, j'étais un peu largué sur l'actualité sur les news. Quand on m'a appris que c'était un préquel, ce dont j'aurais dû me douter vu que c'est Tom Holland, je me suis dit que finalement c'est toujours une mauvaise idée pour moi, mais ça passe déjà mieux de savoir que c'est un préquel. Sachant que une adaptation d'Uncharted dans l'absolu pour moi c'est pas forcément une bonne idée. Là, je suis d'accord avec Thomas. Là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tom Holland dans la jungle, on l'a récemment vu grâce à The Lost City of Z, le film de James Gray. Donc on se dit déjà sur le papier, au moins il faisait pas tâche dans la jungle, donc ça peut le faire, mais après voilà, effectivement il se pose aussi au-delà de ça la question de l'adaptation. Et je sais que Olivier, toi tu connais bien le sujet, cette adaptation c'est comme un gros serpent de mer qui a été travaillé, retravaillé, retravaillé. Il y a eu 1000 réalisateurs, autant d'acteurs évoqués. On en parle, pardon, on en parle depuis 2009. C'est un vrai serpent de mer. Il y a eu, on en est au 4e réalisateur débarqué. Le scénario a été réécrit 6 fois. Dernière nouvelle, c'était Joey Carnahan qui avait, paraît-il, pondu un truc super dont il était très fier. Il avait même posté sur Twitter une photo de son script. Apparemment, ça part à la poubelle. Voilà, donc donc déjà, ça fait quand même très très peur quand un projet de film passe par autant de mains. Et d'autre part, je vois pas là, en fait la pertinence de s'intéresser finalement à la jeunesse de Nathan Drake. Alors c'était présent en fait dans les jeux. Notamment dans le 3, il y avait une séquence flashback qui était formidable en Colombie et bien entendu dans le 4, il y a même des flash forward et des flashbacks, mais ça fonctionne dans le jeu parce que c'est un tout en fait. C'est lié avec les allers-retours entre le passé et le présent, c'est très fluide. Là, je vois pas l'intérêt en fait de faire un focus uniquement sur sa jeunesse. Et, ça existe déjà, ça s'appelle Young Indiana Jones. Voilà, donc. C'est ça que j'allais dire. En fait, après, il faut juste préciser, si on parle d'un point de vue strictement visuel et physique, faut avouer quand même, dans les scènes de flashback de Uncharted 3 et 4, Tom Holland, c'est quasiment le sosie du jeune Nathan Drake. Pas faux. Bon, c'est un bon point pour lui. Après, c'est vrai que ils vont se retrouver en concurrence avec un autre film qui est Indiana Jones 5 à mon sens, parce que si on est logique, s'ils veulent vraiment renouveler la saga Indiana Jones, ils vont forcément devoir passer par soit un flashback, soit un nouvel acteur, soit un jeune Indiana Jones effectivement. Et donc est-ce que ça va pas faire doublon entre le futur Uncharted, le futur Indiana Jones? C'est peut-être un risque qu'ils sont en train de courir. Non, sachant que peut-être sur le papier, pour l'instant, Uncharted a l'air d'être beaucoup plus ancré dans la pop culture actuelle que Indiana Jones. Même si voilà, on adore tous Indiana Jones, ce serait une hérésie pour nous de dire ça, mais sur le papier, peut-être qu'il y a plus de potentiel du côté de Uncharted. Et j'ai vu un commentaire passer, alors je ne me souviens pas le nom, disant que lui, il voyait bien Gerard Butler dans le rôle de Nathan Drake. Physiquement, c'est pas faux, mais quand même, Tom Holland est un meilleur acteur. Même si j'aime bien Gerard Butler, mais voilà, je pense que à ce niveau-là, le choix de Tom Holland est quand même mieux. En plus, je crois que Tom Holland est un gymnaste accompli. Du coup, c'est peut-être une des raisons qui ont poussé les producteurs à vouloir s'approprier chez ses services. Donc peut-être que dans Spider-Man, en tout cas, il a impressionné, je pense. Il mettait pas mal de vidéos de coulisses en train de faire des il a déjà pris pas mal de masques. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, allez voir sur le compte Instagram de Tom Holland, il a posté beaucoup de vidéos de son entraînement de Spider-Man où il faisait pas mal de saltos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Uncharted et Spider-Man, c'est produit par Sony. Donc c'est peut-être assez rassurant par rapport à Spider-Man, parce qu'on se dit si Sony a envie de lui offrir une autre saga,
c'est peut-être qu'ils ont aimé son Spider-Man et qu'ils se disent il y a quelque chose à en tirer, il faut qu'on garde cet acteur parce que voilà. En tout cas, il a pas fini de grimper au mur, le mec. Oh, et de se prendre au liane. Il y a peut-être une petite anecdote off là à placer, c'est sur le pourquoi en fait Uncharted s'intéresserait à la jeunesse, c'est que de Nathan Drake, c'est que le patron en fait de Sony, à l'issue de la projection du Spider-Man Homecoming, aurait voulu en fait Tom Holland, donc, je le veux dans le prochain Uncharted, donc ordonnant de facto une réécriture en fait du script. Voilà, ça serait sur une décision directe du papa, on devrait dire, du tout puissant patron de Sony. Voilà. C'est vrai que c'est bon signe pour le coup, comme tu disais, pour Spider-Man. Ça veut dire que vraiment. Mais déjà, les bandes annonces augurent du bon, je trouve. On a fait ça qui nous dit Brendan Fraser. Alors ça, on l'a déjà eu, c'était La Momie. Et on a Mohamed qui nous dit Mark Wahlberg. Alors ça, c'était prévu à une époque. Alors c'est une lointaine époque où David O. Russell, le réalisateur de Fighter et de Happiness Therapy, devait réaliser le film. Justement, il était question que Mark Wahlberg, qui a joué pour lui dans Fighter, soit au générique. Mais bon, ça c'était il y a quelques années et le projet a beaucoup évalué. Et on a Johan qui nous dit vous oubliez que ce serait un préquel donc il faut un jeune acteur. Oui, mais ça justement en fait le problème c'est pas tant le choix de l'acteur, j'ai l'impression que le choix d'en faire un préquel qui est alors la grande mode, on avait fait une émission spéciale sur les préquels, sur ce qu'il faut tout raconter, et c'est ça justement qui nous gêne, c'est que au lieu de faire comme Uncharted 1 qui nous plongeait avec Nathan Drake qui après explorait son passé, là en fait on revient directement à ses origines. Et en fait, ça se trouve, on va pas avoir le look de Nathan, on va le voir rencontrer tous ses amis, on va le voir rencontrer Sully. C'est peut-être ça, en fait, ce qu'on a besoin qu'on nous raconte ça sur un film de 2 heures. Évidemment, je suis très sceptique, d'autant plus que les séquences en flashback, tel que ça fonctionne dans le jeu, ça pourrait éventuellement fonctionner dans le cadre d'un film. C'est pas la première fois qu'on verrait des séquences en flashback. Donc là, mais centrer tout le film finalement sur la manière dont il devient chasseur de trésors, etc., avec Sully, effectivement, qui est son mentor, qui le recueille en Colombie, etc. Je suis pas du tout convaincu en fait. Le problème que j'ai, c'est pas tant sur le côté préquel, effectivement, c'est sur le projet en lui-même en fait. Vraiment, le projet. On va peut-être en parler après, mais est-ce que c'est une bonne idée d'adapter les jeux vidéo au cinéma ? Je pense de moins en moins que c'est le cas. Mais en tout cas, pour Uncharted particulièrement, il y a des séquences dans le jeu qui sont ouf. Moi, je pense à la séquence... Lequel Alors, je viens de finir le 4. Voilà, enfin. Et c'est voilà, mais j'étais à 2 doigts de verser des larmes de bonheur toutes les heures. Mais tu pouvais, c'est pas honteux de pleurer devant un jeu vidéo. Et voilà, il y a pas beaucoup de films qui m'ont fait ça. Et c'est un jeu très cinématographique qui s'inspire de Laurence d'Arabie, qui s'inspire d'Alan Quatermain, qui s'inspire évidemment d'Indiana Jones. Je pense à des séquences comme la scène de l'avion ou le temple dans le 3e, et puis dans le 4, il y a que ça. Et du coup, on parle déjà d'un jeu qui s'inspire de tout ce qu'il peut trouver du cinéma d'aventure. En refaire un film derrière, est-ce que c'est pas un petit peu se mordre la queue, enfin le serpent qui se mord la queue. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur ce projet-là. Peut-être encore plus que sur les autres projets d'adaptation vidéoludique. Oui, parce que sur le papier, en fait, on se dit, si tu reprends exactement ce qui a été fait, si tu le refais tel quel, ça marche, mais après, c'est vrai que les séquences d'action sont quand même assez virevoltantes, c'est très spectaculaire. Et elles marchent parce que tu y participes toi, c'est l'avantage du vidéo. Ça, on va en parler dans quelques instants quand on va parler des adaptations. Il y a peut-être ce problème-là de les gens vont se retrouver à voir un personnage évoluer sans pouvoir participer. Et peut-être que la solution, finalement, en fait, sur un film comme celui-ci, ce serait la performance capture, un peu comme le Tintin de Spielberg, où il y avait une séquence absolument fabuleuse qui rappelle un petit peu ce qu'on voit dans Uncharted, c'est-à-dire un long plan séquence qui part dans tous les sens, une énorme scène d'action. Et peut-être qu'en fait, Tom Holland serait bien, mais pour faire de la performance capture sur Nathan Drake, comme ça, on aurait de nouveau son look. Mais la question qu'on peut se poser, en fait, est-ce que Sony cherche pas juste à faire son Indiana Jones entre guillemets, et c'est juste, voilà, il y aura le mot Uncharted parce que évidemment ça fait vendre puisque c'est une des plus célèbres, un des plus célèbres sagas de jeux vidéo. Mais peut-être que c'est possible. Ce sera pas du tout du Uncharted. En fait, j'ai une idée, enfin une réflexion qui me vient, c'est que il y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas Uncharted, il y en a. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, donc le personnage, je pense que ça pouvait tout à fait fonctionner sans forcément devoir expliquer les origines, enfin la jeunesse du personnage, etc. Je pense qu'il pouvait directement mettre les deux pieds dans le plat et attaquer avec un personnage qui a entre 25 on va dire et 30 ans à la louche. C'est exactement ce qui se passe au début du premier jeu. En fait, on te jette quelque part, tu sais pas où t'es, mais bon,
tout de suite ça marche parce que t'as un aventurier qui a l'air d'en avoir au compteur, qui est dans la jungle direct, temple perdu, ça te parle tout de suite, t'as même pas besoin de savoir qui c'est ce gars, ça fonctionne. Bon. Et mais par rapport à Sony, moi je me disais que comme ils ont, bon c'est pas la même chose, mais le côté jungle et tout ça de Jumanji, peut-être qu'ils vont justement angler Uncharted différemment pour que ça fasse pas doublon tout de suite. Ouais, ce serait bien parce que je joue pas sur le même plan, mais ce que tu disais aussi par rapport à Uncharted 1, c'est exactement ce qu'on avait aussi avec Tomb Raider. D'ailleurs, il y a le nouveau Tomb Raider qui est en tournage, ou le tournage est terminé, en tout cas il sortira en 2018. Tomb Raider 1, on découvrait Lara Croft, on savait pas qui c'était, mais on s'en foutait. C'est justement après, quand les préquels sont arrivés, que c'était satisfaisant parce qu'on s'était déjà attaché au personnage. Et voilà, donc peut-être qu'ils auraient dû faire ça en fait. Ils devraient faire un Uncharted, donc le Uncharted 2 écrit par Joe Carnahan. Ça marche, et après il nous raconte un petit peu ses origines. Ce serait peut-être. Ça paraît plus logique. Hein, mais j'ai l'impression que tous les héros d'aventure, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si on revient aux sources, oui, la première scène des aventuriers de l'Arche perdue, exactement. On voit un gars de dos avec un chapeau, on l'adore tout de suite, mais on sait pas qui c'est quoi. C'est-à-dire que là tu tapes la référence est déjà. Ah oui. Sky's the limit. C'est marrant puisqu'on parle de Indiana Jones, en fait, il y a Austin qui nous dit son casting idéal, ce serait Chris Pratt en Nathan Drake, sachant que Chris Pratt, on en a parlé à un moment pour être Indiana Jones. Robert De Niro en Sully, pourquoi pas, et Emily Rose en Helena. Parce que Sully, il court aussi un petit peu. Je verrais d'ailleurs De Niro bien cabotin. Ouais, avec un peu de barbe, avec le cigare dans le bec. Chemise hawaïenne, ce serait trop bien. C'est parfait. On l'imagine déjà. Et Corentin nous précise donc que Tomb Raider est toujours en tournage, c'est bien ce qui nous semblait. Merci pour la précision, Corentin. Et ça nous fait une bonne transition, puisque maintenant qu'on a bien évoqué le sujet Uncharted, d'élargir sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma et en série. Vous allez voir que la précision et en série est importante, puisqu'il y a eu quelques petites annonces assez sympathiques ces dernières semaines. Côté projet, en fait, les adaptations de jeux vidéo, on a l'air de dire ça marche de moins en moins bien. Hollywood va arrêter, finalement non, puisque Uncharted continue. Tomb Raider c'est en cours. Il n'y a jamais eu autant. Exactement. En fait, finalement, alors qu'il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment. Warcraft, ça a été un échec. Assassin's Creed, ils sont limite. Et pourtant, il y a Rampage qui est en tournage avec Dwayne Johnson. Si je me trompe pas, je regarde bien. Ce qu'on a aussi, nous avons donc Tomb Raider, on a Metal Gear Solid qui devrait enfin voir le jour grâce au réalisateur de Kong Skull Island. On a un reboot de Resident Evil qui a déjà été annoncé, donc ce sera un reboot en 6 films. Voilà, ça c'est. Mais après, en même temps, le film à peine sorti, c'est direct reboot. Et d'ailleurs, Mila Jovovich a dit qu'elle est quand même moyennement emballée par cette idée. Ça, on pourra en discuter aussi. Et récemment, il y a eu des annonces d'une série The Witcher sur Netflix. Et Netflix qui aura une série animée Castlevania en juillet, à partir du 7 juillet. Donc comme tu disais, oui, Olivier. Il y a un premier teaser d'ailleurs de l'animé qui a été diffusé de Castlevania. Et ça promet vachement. Ça a l'air assez impressionnant, alors qu'on ne pensait pas que le projet pourrait voir le jour et pourrait tenir la route. Pour l'instant, on est assez enthousiastes. Donc comme tu disais, effectivement, il y a beaucoup d'adaptations de jeux vidéo qui sont en cours ou qui sont tournées. Mais est-ce que ça marche en fait ? Est-ce que c'est pas, on essaie de trouver une formule qui ne fonctionne pas ? C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais me contenter de paraphraser ce que disait Duncan Jones, le malheureux Duncan Jones, réalisateur de Warcraft, c'est que peu importe finalement le matériau de base, c'est la manière dont on le raconte. Donc, le problème pour les majors, c'est d'arriver à faire le grand écart entre concilier en fait un public fan de jeux vidéo, donc il faut à tout prix attirer, et en même temps évangéliser les foules avec un public qui est pas hardcore gamer et qui est pas né avec une manette dans les mains. Donc le problème c'est que c'est hyper casse-gueule et ça donne un résultat rarement enthousiasmant quoi. Donc on a l'impression en fait qu'ils n'arrivent jamais à contenter les deux publics, les hardcore gamers et les novices. C'est toujours ça. C'était le cas pour le Hitman, hein, Xavier Jones l'avait bien expliqué. Je parle même pas d'Agent 47, c'est une catastrophe absolue. Warcraft, c'est un peu aussi cette problématique-là, même si pour le coup on peut pas faire un procès à Duncan Jones qui est un joueur vétéré et invétéré, je veux dire, et bien connu. Ça fonctionne jamais. Ou alors on prend la tangente et comme la saga Resident Evil au cinéma, où pour le coup ça n'avait rien à voir, ça partait sur des rails à peu près corrects au début, puis après c'est parti en sucette sur les épisodes suivants. Et c'est peut-être aussi ce qui a permis à cette saga de fonctionner, parce que ça reste mine de rien la plus lucrative. C'était plus d'1 milliard $, tous les films cumulés de recettes. Donc quelque part ça paye.
Je pense qu'on a vite fait le deuil en fait de la fidélité et on se dit bon, vas-y, on va se marrer, ça va s'appeler Resident Evil, il y aura vaguement un ou deux personnages des films, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on note depuis quelques années, et l'exemple de Resident Evil est assez parlant en fait, c'est que les jeux Resident Evil, comme les Tomb Raider, comme les Uncharted, comme Watch Dogs que vous avez cité, parce qu'apparemment vous aimeriez voir une série Watch Dogs, comme The Last of Us, c'est de plus en plus inspiré par le cinéma. Et pourquoi ça fonctionne pas du coup alors quand on les adapte en film? Moi je pense que la plupart du temps le réalisateur essaye de se baser sur le gameplay du jeu et le gameplay évidemment on ne peut pas l'adapter au cinéma, il faut transcender le gameplay et arriver à trouver une formule qui puisse être abordable pour le cinéma et qui puisse être vu comme le spectateur et pas être parce que quand on joue à un jeu vidéo évidemment on est acteur totalement. Et dans le cinéma, on est passif. Et par exemple, je pense à une scène dans le Doom avec Dwayne Johnson où il y a une scène en vue subjective qui est juste un espèce de gimmick, juste un clin d'œil. Et ça, je pense que les réalisateurs n'arrivent pas à aller au-delà de cette perception-là. Il faudrait dépasser peut-être ça, prendre le matériau et le subvertir totalement un peu, comme Paul Anderson a fait dans Resident Evil. Il est allé dans le film d'action. Et d'ailleurs, le jeu vidéo s'est inspiré aussi du film, puisqu'à partir de Resident Evil 4, la franchise est partie dans l'action. Du coup, ils se sont un peu auto-inspirés les deux. Et peut-être aussi aller dans le sens de ce qu'a fait Christophe Gans pour Silent Hill. Prendre le matériau de base et lui donner une vraie vision. Alors attention, parce que pour le coup, le Gans, c'est extrêmement fidèle. Oui. Mais il y a une compréhension du matériau de base qui est juste démentielle. Enfin, même le compositeur de la BO du film, c'est le compositeur de la BO du jeu. C'est presque un cas à part. Hein. Presque faire une émission entière sur Silent Hill. Mais je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a Dylan qui soulève un problème assez intéressant. Il nous dit le problème des adaptations, c'est que même s'il y a beaucoup de fans, des gens se disent instinctivement c'est adapté d'un jeu, donc ça va être nul. Il y a peut-être ça aussi. Est-ce que le jeu vidéo a pas mauvaise presse? Je pense maintenant beaucoup moins, parce qu'il y a des jeux vidéo meilleurs que certains films. Il y a de plus en plus de jeux, ça fait un moment déjà, qui ont une structure narrative extrêmement développée. Je prends un exemple concret, une série de jeux en fait inspirée sur le modèle de découpage des séries télé, ça s'appelle Life is Strange, qui est développé par un studio français qui s'appelle Dontnod. C'est émotionnellement super fort. Donc ça reprend vraiment au niveau de la narration tous les codes de la série avec des cliffhangers, etc. Et ça a même d'ailleurs été annoncé faire l'objet d'une prochaine adaptation en série. Donc il y a des ressorts narratifs. On parlait de The Last of Us. Les ressorts, la qualité d'écriture, la caractérisation des personnages est juste incroyable. On s'attache pendant 30 heures ou moins 20 heures à des personnages qui sont très forts, mais c'est avant tout parce qu'ils sont très très bien écrits. J'ai envie de dire un peu comme au cinéma, si un personnage est pas de l'envie évidemment de l'interprète, mais si c'est mal écrit, c'est compliqué quoi. Mais moi je vais être peut-être un peu plus catégorique, un peu plus attention. Cash. Moi je pense, et j'ai pas vu Silent Hill, mais j'ai pas joué au jeu, donc ça va pas forcément me parler. Je pense qu'il faut arrêter avec tout ça. C'est les adaptations de jeux vidéo, arrêtez avec ça. Non mais vraiment, il y en a aucune qui a trouvé grâce à mes yeux, à part peut-être un peu Assassin's Creed. Et en fait, pour moi, la raison de ça, je pense, c'est que le cinéma et le jeu vidéo on a tendance à l'oublier parce que ça se joue sur un écran. Il y a des acteurs, il y a de plus en plus de points communs. Et c'est de la vidéo, etc. Mais c'est deux médias et deux arts en fait complètement différents. C'est comme si on adaptait une chanson ou un tableau, on va en faire un film. Pour moi, c'est pas aussi catégorique que ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'atomes crochus entre le cinéma et le jeu vidéo. Ne serait-ce que d'un point de vue technique. Ouais. Effectivement, mais du coup, on a tendance à gommer cette différence qui est fondamentale. Et le cinéma et le jeu vidéo sont deux trucs complètement différents et sont pas le passage entre les deux est pas forcément possible en fait. Ça dépend en fait. Moi, j'ai l'impression, est-ce que les meilleures adaptations de jeux vidéo sont des adaptations qui n'en sont pas vraiment? C'est-à-dire, on a beaucoup parlé, notamment ici, de Edge of Tomorrow, le film de Doug Mackey, qui n'est pas une adaptation de jeux vidéo à proprement parler. Est-ce que c'est pas issu d'une licence? C'est adapté d'un manga. Et finalement, c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo parce qu'il reprend tous les codes du jeu vidéo sans que ce soit des personnages qu'on connaît déjà. C'est peut-être ça. Et quand c'est ou des mises en abîme, comme je pense au Monde de Ralph par exemple. Exactement, voilà. Un petit drapeau Disney. Sinon, il y a plein de références et en fait, c'est vrai parce que voilà, c'est pas une vraie adaptation d'un jeu vidéo. Ça adapte l'univers des jeux vidéo. C'est vrai que les films qui parlent de jeux vidéo qui ne sont pas des adaptations mais qui sont autour du monde du jeu vidéo sont souvent très réussis. Je pense surtout à Existence par exemple de Cronenberg qui traite de la réalité virtuelle d'une manière assez démentielle aussi. Et vachement avant-gardiste en plus. Ouais.
C'est Moi, c'est assez exceptionnel. Et aussi, je pense à un petit film aussi qui est sorti en 92, je crois, 93, qui s'appelait Le Cobaye de Brett Ouais. Leonard. Ah, c'était pas bien hein, quand même. C'était hein. pas très bien, mais il y avait déjà cet esprit réalité virtuelle qui commençait un peu à surgir. Donc il y avait quand même un fond intéressant. Mais justement, est-ce que la réalité virtuelle, c'est pas le média qui arrivera à lier cinéma et jeux vidéo pour de bon? Bah, en tout cas, j'ai pas encore la réponse à cette très bonne question, mais en tout cas, je pense que ça peut donner naissance à une forme d'hybridation C'est ça. entre ces deux médiums. Parce qu'on arrive à créer des choses extrêmement intéressantes. Je crois que tu as vu à Cannes ce qu'a fait Iñárritu Ouais. en réalité virtuelle. Oui, voilà, c'était un court-métrage en fait en réalité virtuelle qui nous plonge dans la peau d'un migrant entre les États-Unis et le Mexique. C'est assez saisissant comme résultat. Effectivement, on se dit que si un cinéaste comme ça se prend d'affection pour une technologie qui est pourtant liée aux jeux vidéo de base, peut-être que voilà, va y avoir un terrain d'entente à ce moment-là. D'ailleurs, les majors y croient dur comme fer, puisque la Fox a annoncé il y a pas longtemps la renaissance d'un département qui est spécialisé en fait, dans la création de contenu pour la réalité virtuelle, qui viendrait en soutien en fait de ces films. Et le dernier exemple en date, c'est notamment pour Alien. Ah oui, Pas mal communiqué dessus. Ils l'ont fait également pour le film de Ridley Scott, Martian. Ouais. Seul sur Mars. Seul Il y sur avait Mars, même, voilà. il y avait même une vidéo promotionnelle du réveil de la force comme ça, je me souviens, où tu te baladais sur Jakku en speeder et Oui, si tu pouvais, effectivement, C'est- oui, c'est incroyable. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être une forme hybride un peu entre les deux supports. Pourquoi pas Il y Si a- ça se trouve, le jeu vidéo et le cinéma vont finir par se retrouver à un moment de l'histoire qui arrive bientôt. Mais pour l'instant, à mon avis, hein, à mon sens, le cinéma arrive très bien à parler du jeu vidéo en général, mais pas à se transformer en jeu vidéo, c'est pas Et possible. pourtant, ce qui est très étonnant, c'est qu'on dit que les jeux vidéo sont de plus en plus cinématographiques. Et quand on prend des jeux comme Uncharted, comme des jeux comme Metal Gear Solid, le scénario est tellement complexe, enfin tellement bien écrit, que tu te dis, mais t'as juste à le reprendre comme ça. Et voilà, ça te fait un scénario. C'est un Je peu, Et je les pense mecs en que- fait galèrent, ils font des histoires moisies, alors qu'en fait ils peuvent piocher à droite à gauche. C'était d'ailleurs le reproche fait au Metal Gear, c'est d'être trop spectateur. Moi, quand je jouais à Metal Gear, des fois ça me Mais dérangeait Metal parce Gear qu'on 4, C'est pas le cas du de- dernier, hein. C'était surtout le cas dans le 4 Ouais. où tu avais 20 minutes non-stop. Ouais. de- ça, Mais même c'est- une heure, il y a un moment, il y avait une Ah cinématique de 1 heure. C'était c'était bien, mais voilà, c'était un petit peu difficile. Et tous les séquences au codec où en fait, parce Oui. que moi je suis un peu un autiste du truc, il faut que j'aille jusqu'au bout et du coup j'écoute toutes les moi conversations. aussi, ouais. Mais les séquences au codec, Mm. mais ça peut durer des heures. Interminable. C'est vrai. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est des histoires passionnantes à suivre. Mm. Après, c'est vrai que. Alors pour le coup, l'exemple, c'est un cas d'école parce que le Metal Gear, c'est tellement complexe. Il y a une sous-couche géopolitique, etc. C'est d'une telle complexité que je souhaite bon courage aux scénaristes pour arriver à faire le C'est tri clair. dans ce qu'il faut mettre pour le film. Là, pour le coup, un Metal Gear en série, ça serait pertinent parce que c'est tellement dense, la matière de base est tellement riche et tellement dense. Pour moi, ça justifie pleinement de faire ça en série. D'ailleurs, tu parlais de Witcher, ça s'appelle. C'est sorti, hein, c'est une adaptation d'une série de bouquins de Dark Fantasy, qui s'appelle Le Sorceleur. Et c'est devenu mondialement connu avec les jeux vidéo à partir de 2007 et surtout le troisième volet qui est un chef-d'œuvre absolu. Donc voilà, donc on est dans un univers très très noir, presque plus sombre que Game of Thrones. Et Netflix a fait main basse. Au départ, on parlait d'un film, finalement, ça se transforme en série. Et donc voilà, le matériau de base est d'une richesse incroyable, mais il y a l'écriture, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dedans et ne pas trahir en même temps l'essence de la licence, quoi. Et Stéphane, je le même supporterais pas. Dans les blancs, parce qu'on parle de cinéma, je vous dis un truc qui serait vachement bien. Ce serait en plus, il en a été question à un moment, ce serait une série Resident Evil. En fait, chaque saison, tu adaptes un jeu. Et comme ça, après, ça permet à des personnages de revenir dans une saison ou dans une autre. Mais au moins, tu as le temps de développer un peu parce que c'était ce qui était bien en Resident Evil. C'était plus t'avances, c'était long. Et tu découvrais les choses au fur et à mesure. Là, en 2 heures, bon, c'est un peu Bonne idée. Il faut appeler Capcom et leur en parler. Hein. Bah, j'espère qu'ils une bonne nous idée. regardent surtout. Hein, ce serait déjà bien. Et les zombies en série, ça a fait ses preuves. Oui, en plus, voilà, tu rajoutes un peu d'action, donc ça, en plus, Voilà. tu sais que ça peut fonctionner. Je voyais quelqu'un qui nous disait, est-ce que quelqu'un a aimé le film Doom? Je pense que non, mais ça me fait une petite transition pour boucler ce segment sur quelle est pour vous la meilleure adaptation de jeu vidéo en film ou en série, et quelle est pour vous la pire? Je pense que c'est plus facile de répondre la pire. Je te laisse commencer, Olivier. Meilleure et pire. La pire, mais en fait, je sais pas parce qu'il y On a tellement tellement- de C'est un mauvaises. peu dur. Si la pire, elle est à la louche, Super Mario, quoi. Enfin, c'est d'ailleurs le cas d'école, hein, parce que Oui.
Nintendo avait même été tellement horrifié du résultat qu'ils ont plus jamais remis un pied Ouais. dans le truc. Donc voilà. Et puis le meilleur peut-être, Silent Hill. Justement pour le coup. Voilà, parce que je trouve que c'est extrêmement fidèle à l'univers. Enfin, il faut voir et écouter Christophe Gans en parler, quoi. Ouais. C'est littéralement hypnotique. Donc j'aime énormément on parle juste vraiment du film de Gans, hein, pas la suite qui est une purge. Hein. Voilà, j'allais Oui. dire la même chose. Je veux dire. Vincent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivier sur Silent Hill, le premier. Donc, évidemment, c'est je pense, la meilleure adaptation parce que faite par un Christophe Gans qui était vraiment très très connaisseur du sujet et très très passionné par le jeu. Et il a complètement compris l'univers. Et pour la pire, Mario évidemment. Mais je citerai aussi Alone in the Dark de Uwe Ah Boll. oui, bah oui, Qui- mais quoi. Oh, qui est un peu avec hors Uwe. concours. qui est hors concours également, parce que les adaptations de jeux vidéo par Uwe Boll sont vraiment à voir. Vraiment, rien que pour le côté. C'est ce qu'il fait d'ailleurs maintenant. Il tient un restaurant. Il a arrêté le cinéma. Ouais, Ah, bah, tant- en fait, c'est ouais, bien, parce qu'il tant mieux pour lui. avait lancé une keynote sur Kickstarter pour son nouveau film, il a pas reçu assez d'argent, donc il a dit ouais bah, voilà, si c'est comme ça, de toute façon moi j'ai pas besoin d'argent, c'était juste pour vous, bah j'arrête le cinéma. Et on se dit bah c'est dommage. Zut alors. Mince alors. Et Ouais. Thomas. Et moi, j'ai pas encore vu Silent Hill, donc je peux pas le citer en meilleur. vois. C'est mal ça. Mais je suis sûr que c'est le cas. Mais bon, je dirais Assassin's Creed pour l'instant parce que c'est celui qui m'a donné envie de rejouer au jeu, tout simplement. Si ça se trouve, c'est ça, en fait, la marque Oui, il est pas d'une déshonorant. bonne finalement, adaptation. du coup. Et la pire, j'ai envie de mettre un petit taquet à Prince of Persia quand même parce que. Oh, t'es dur là. Ouais, quand même. mais- T'es un peu non, vache, mais- t'es un peu vache. Même si on voit beaucoup plus la doublure de Jake Gyllenhaal que Jake Gyllenhaal. Voilà, c'est mais vrai. non, mais Prince of Persia dans la tête de tout le monde jusqu'au film, c'était les sables du temps, l'escalade, la dague et machin. Et dans le film, on nous a quand même foutu une course d'autruche. Justement, c'est super. Attends, on est entre Mario Kart et Prince of Persia, c'était super. Et non, un film que moi j'aimerais bien citer dans les mauvais, c'est, je sais pas si vous l'avez vu, l'adaptation de Dead or Alive. Ah oui. Oh là là, mon C'est un Dieu. petit bijou de nullité. Voilà, on va pas. Alors comment arriver à faire un film avec un Non, mais c'est ça, en On plus. précise d'être C'est quoi le un jeu de concept baston, donc déjà, Oui, voilà, Ouais. bah, ils ont quand même mis une petite scène de beach volley. Hein, Ah parce oui, que quand c'était même. c'était quand même ce que les gens aimaient. Et alors j'ai vu passer dans les commentaires tout à l'heure quelqu'un qui nous citait les jeux vidéo Batman, donc la saga des Arkham, en disant qu'il y avait un meilleur scénario que dans Batman v Superman. Ce n'est pas faux, mais ça nous fait une bonne transition Oh là là, vers magnifique. vers la chronique d'Olivier, puisque le 18 mai est sorti Injustice 2, donc la suite de Injustice. Ça, c'est assez logique. C'est-à-dire le jeu vidéo où tous les super-héros de DC Comics se foutent sur la tronche. Alors peut-être pas tous les super-héros parce qu'on a vraiment Enfin, ouais, en tout cas, des containers entiers. une bonne 28 déjà pour commencer, c'est Ouais, pas déjà, mal. c'est quand même pas mal. Et donc voilà, question toute simple pour commencer. Est-ce que c'est mieux que le 1 ? Ça a l'air en tout cas quand on Alors voit les images. réponse très simple, oui. Beaucoup mieux. Le premier jeu s'appelait Injustice, les dieux sont parmi nous, était sorti en fait en 2013. Voilà, donc 4 ans après, et un Mortal Kombat X fantastique entre les deux. Donc Injustice 2, petit mot quand même sur le studio qui est derrière ce jeu. Alors je sais pas, ça vous parlera pas, mais ça s'appelle NetherRealm. C'est le studio qui est en fait sont les papas les créateurs de la saga des Mortal Kombat. Voilà, donc ça fait 25 ans qu'ils font ça. Et le jeu en fait est fantastique parce que je dirais même qu'il pourrait comme moi, il pourrait réconcilier les gens qui n'ont pas aimé le Batman vs Superman de Snyder où Donc, on était dans un gloubi-boulga, on comprenait rien. Moi j'ai pas du tout aimé le film de Snyder. bah, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, j'ai pas vu la version Director's Cut, donc je peux pas juger sur les. Et en fait, ce qui est formidable dans le jeu, c'est que vous avez un mode histoire. Alors souvent, quand on parle de jeux de baston, ça fait doucement rigoler, quoi. Histoire, jeu de baston, ça va pas du tout ensemble. Eh bien, si, ils arrivent à ce miracle, puisqu'il y a un mode story qui dure près de 5 heures, donc c'est quand même pas rien. Où là, en fait, ils mettent en scène la Justice League et le DC Extended Universe de manière formidable. C'est vraiment très bien écrit, je blague pas. Hein, où justement Batman affronte Superman, qui est un tyran en fait déchu, et ensuite obligé de faire alliance avec lui pour affronter une menace incarnée par le personnage qui s'appelle Brainiac. Voilà, donc on retrouve Wonder Woman, on retrouve Supergirl, Aquaman. Donc et c'est extrêmement intéressant parce que ce mode histoire fait à la fois office de didacticiel pour prendre un peu le jeu en main, parce que souvent pour les jeux de baston on dit easy to get, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser. En fait c'est exactement ça. Donc le mode histoire est là pour ça. Et ensuite il y a le mode baston, les jeux baston classiques quoi, avec sur lequel on peut jouer en ligne. Et la grande nouveauté en fait de cet opus, c'est le système en fait des armures. Donc en fait les personnes, un peu comme dans les jeux de rôle,
où en fait à chaque combat on loot, c'est-à-dire qu'on récupère en fait des pièces d'armure, donc des casques, des torses, etc. Et donc en fait on customise, on personnalise notre super-héros à volonté, avec des caractéristiques qui se débloquent au fur et à mesure. Donc en fait les possibilités sont absolument monstrueuses. C'est du pur fan service, mais c'est vraiment génial et c'est surtout extrêmement addictif. Voilà, donc moi c'est un jeu que je recommande très très chaudement. Il y a une petite question. Est-ce qu'il y a, à ton sens, une volonté de se rattacher à la saga cinématographique, à la Odyssey Universe au cinéma ou pas du tout? En fait, pas tout à fait. En fait, vraiment, ils ont leur propre, ils revisitent vraiment le DC Universe à leur sauce, mais ils le font sacrément bien. D'autant plus d'ailleurs que ils ont sorti en fait une série de comics très très bonne. Qui avait sorti en fait avant le premier jeu, qui expliquait en fait les événements qui allaient se dérouler dans le premier jeu Injustice. Et là, il y a une série en fait de comics qui explique les événements qui sont déroulés entre Injustice 1 et le 2. Donc c'est vraiment un arc scénaristique complet. Alors on peut apprécier le jeu sans lire les comics, hein, y a aucun souci là-dessus. D'autant plus d'ailleurs qu'au début du 2, il y a une séquence qui rappelle les événements du 1 pour ceux qui auraient loupé qui prennent le train en marche, ce qui est plutôt bienvenu. Donc ils font d'une certaine manière ce qu'a fait Rocksteady pour les Arkham. C'est-à-dire que ils n'ont pas cherché à coller à tout prix au Batman de Nolan. Ils ont fait leur propre relecture en fait de la mythologie de Batman, et brillamment d'ailleurs. Donc, voilà, donc c'est vraiment un jeu. Si vous voulez en savoir plus, notamment j'ai fait une interview de Ed Boon, qui est le papa de Mortal Kombat et du jeu. Bah faut aller sur le site pour lire l'interview et lire les impressions en fait sur le jeu. Vraiment, vraiment excellent. Ouais, ça donne vachement envie. Justement, on répond à Flavien qui nous dit il y a un mode histoire dans le premier opus. Oui, alors c'est même l'un des bémols du 1, c'est que c'était quand même assez rapide le mode histoire. Donc là, ça a l'air d'être quand même plus long. Plus et alors, puis surtout, un truc important, c'est la qualité des animations, notamment les animations faciales. Donc ça, c'est vraiment en fait, la performance capture. Les personnages est juste mais complètement dingue. Si vous regardez en détail, par exemple, les animations du personnage de Harley Quinn ou du Joker, ils ont un peu la tête, on le voit d'ailleurs. Ils ont pris un peu les visuels de Suicide Squad, hein. Surtout sur le Joker d'ailleurs. La qualité de l'animation faciale est absolument incroyable. Donc il y a vraiment un bond technologique entre le précédent plus qui date de 2013 et celui qui vient de sortir. C'est impressionnant. Vincent Thomas, vous avez déjà joué à Injustice. Que vous comptez acheter le 2 maintenant qu'Olivier vous a sans doute convaincu? Ça donne envie, mais non, moi j'ai jamais essayé. Jamais joué non plus, donc mais ça donne envie. Hein. Vraiment, ouais. Par contre, j'avais fait le Arkham City, je crois, c'est celui du milieu. Ouais. Non, Arkham City, ouais. Que j'avais bien aimé. Donc est-ce qu'on rappelle, est-ce que ça sort sur toutes les consoles? C'est sorti sur quoi, PS4 et Xbox. Le Arkham City? Ouais. Non, le Injustice 2. Ah oui, c'est sorti sur absolument Xbox One et PS4. Okay. Bon bah voilà. C'est bon. Bah écoutez, voilà. Donc j'espère que si vous hésitiez, Olivier vous aura convaincu, et en tout cas Damien nous demande est-ce qu'il y aura un Injustice version Marvel. Bah ça pourrait être ça pourrait être une solution. Après, il y a déjà un jeu qui existe sur mobile, une appli qui s'appelle Marvel le combat des héros, et qui est gratuite pour le coup, et qui vraiment est très efficace. C'est dans le même genre, mais c'est vrai que entre les deux, je préfère personnellement Injustice. Ouais. Et après voilà. Justement, puisque Damien pose la question, c'est le moment de passer à vos questions. Si vous avez des questions sur l'actualité, n'hésitez pas, allez-y, posez-les. Nous allons tenter d'y répondre autant que faire se peut, sachant qu'il y a eu beaucoup d'actu aussi pendant le festival de Cannes. Sachant que nous étions sur la croisette, donc on parlait beaucoup plus des films canon. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser, et dans quelques instants, nous rendrons hommage à Roger Moore, l'interprète de James Bond qui nous a quittés la semaine dernière. Mais avant ça, c'est l'heure de vos questions. On vous laisse un petit peu de temps en sachant qu'il y a il y a un petit peu de décalage. Ah tiens, on commence avec Damien. Des news pour Venom. Bah oui, on a eu des news de taille. Avec Tom Hardy dans le rôle de Venom, c'est ça? Ouais. Et Ruben Fleischer à la réalisation. Oui, ça, voilà. c'est en plus, deux très bonnes nouvelles. Alors, Ruben Fleischer s'est passé un peu inaperçu à côté de Tom Hardy, forcément. Mais déjà en termes de carrure, il se cache derrière, c'est plus facile. Mais c'est assez facile, effectivement. Mais non, mais Tom Hardy, en fait, j'y avais même pas pensé moi-même. Mais quand j'ai appris le truc, mais oui, c'est une évidence. Enfin, il y a que lui qui peut. Enfin, c'est Venom le mec. Enfin, c'est Eddie Brock précisément. Et ouais. Une question peut-être pour toi, Olivier. Est-ce qu'il y aura un Mafia 4 sur console? Toi qui étais parti à la Nouvelle-Orléans pour Mafia 3. Absolument. Ça me paraît très peu probable. Enfin, le Mafia 3 c'est très très bien vendu. Après, ce qu'il y a dans les cartons à Mafia 4, c'est un peu prématuré pour en parler. En tout cas, l'éditeur n'a absolument pas communiqué sur le sujet. Pour reposer la question dans une poignée d'années.
Et Benjamin qui nous demande est-ce que le film The Last of Us est confirmé? Alors là, C'est compliqué, j'ai l'impression. C'est très très compliqué. Le scénariste du jeu et du film, Neil Druckmann, a expliqué il y a pas très très longtemps qu'il avait eu énormément de mal à se concentrer en fait sur le scénario, enfin sur le film. Tout simplement ce qui est mobilisé sur les Last of Us 2 qui doit sortir sur PlayStation 4 prochainement. Ça semble quand même un peu mal parti, en tout cas un peu perdu dans les limbes. J'ai un peu peur que ce soit le syndrome Uncharted au cinéma, si vous voyez ce que je veux dire. Dans 5 ans, ils vont trouver des acteurs, ça va être pas mal. Michael nous demande des news pour le prochain film Star Trek. Eh bien, on a posé la question hier à Sofia Boutella, qui jouait dans le dernier film et qui sera dans La Momie le 14 juin. Et pour l'instant, elle a dit qu'elle n'en savait pas plus. Elle ne sait pas du tout où en est le film et si elle sera dedans. Donc, voilà. Donc, pour ça, on vous tiendra au courant. Et Benal qui nous demande le reboot ou autre de Matrix, est-il toujours d'actualité? Aux dernières nouvelles, oui. Mais... Ils en avaient reparlé récemment, ouais. Ouais, voilà, mais après, c'est vrai qu'ils ont lancé le projet officiellement et après, ils sont pas allés beaucoup plus loin. L'impression que des Peut-être fois, qu'ils vont l'annuler. Ça y est, Voilà. allez, on lance un truc. Ce serait une bonne et chose. On en reparle dans 3 ans. Damien qui nous dit y aura-t-il un film sur Rocket et Groot? Eh bien, ce sera Les Gardiens de la Galaxie 3, qui va être un petit peu repoussé parce que James Gunn pour l'instant ne peut pas écrire l'histoire tant que le tournage de Avengers 3 n'est pas terminé, puisque ça va se dérouler après en fait. Donc le sort des Gardiens est lié à celui d'Avengers. Et pour l'instant, il est obligé d'attendre pour savoir ce qui va se passer et pour écrire lui-même de son côté. Il y a une news, oui, effectivement, je vais passer. Il y a un Spider-Man 3 Director's Cut. Alors, ça, c'est une espèce de rumeur qui circule depuis hier. Comme quoi, en fait, il y aurait la ressortie des Blu-ray de la saga de Sam Raimi avec un Director's Cut de Spider-Man 3. Qui serait plus long de 2-3 minutes. Apparemment, il n'aurait pas changé grand chose. Il aurait enlevé des scènes, il aurait rajouté des dialogues supplémentaires. Et il y aurait des scènes en plus avec le costume noir de Spider-Man. Mais ça, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. On ne sait pas si c'est une rumeur, on ne sait pas si c'est une légende vivante. Aucune communication là-dessus? Non, il n'y a pas eu de communication officielle. Le premier film a 15 ans, je crois, mardi. Enfin, la semaine prochaine, en tout cas. Donc c'est peut-être lié. Ouais. Mais enfin, quand même, s'il devait le sortir, si Sony devait sortir le Blu-ray, il y aurait quand même des communiqués. Bah oui. Peut-être qu'ils veulent pas parasiter la sortie de Spider-Man Homecoming avec Tom Holland. Ouais, mais voilà, peut-être qu'il y aurait un Director's Cut de Spider-Man 3, ce qui apparemment ça rattraperait pas non plus le film tel qu'il était, mais il y aurait un petit peu des nouveautés. Mais il est bien le film. Mais moi je suis d'accord avec toi, moi je l'aimais bien. Mais il y a des trucs. La sympathie pour lui. Moi aussi. Mais je vais passer un commentaire sur un possible film Red Dead Redemption. C'est vrai que ça serait cool. Non, alors c'est pas d'actualité. Sortez-vous ça tout de suite de la tête, ça ne t'arrivera jamais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Red Dead Redemption 2 devait sortir à la fin de l'année, il a été décalé au printemps 2018. Donc vous avez le temps de vous refaire le premier. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour vos précisions sur vos questions d'actualité. Si vous en avez, gardez-les pour la semaine prochaine. On y répondra avec joie et avec plaisir. Et non, on passe donc, je vous en parlais, donc à Roger Moore. Roger Moore qui nous a quitté la semaine dernière. Roger Moore qui est le recordman d'incarnation de James Bond puisqu'il a joué dans 7 films de la saga. Personne n'a fait mieux pour l'instant et a priori c'est mal parti pour que ce Daniel Craig batte le record parce que il a déjà l'air moyennement chaud pour passer la 5e. Même avec un gros chèque. Même avec un gros chèque, je pense qu'il y a un gros chèque qui va arriver ou peut-être qu'il va falloir le remotiver. Mais Roger Moore, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est que c'est le premier James Bond à nous quitter puisque tous les interprètes sont encore vivants. Et voilà, quand on vous dit Roger Moore, vous pensez à quoi tout de suite? Roger Moore et James Bond. Roger Moore, en fait la réponse elle est dans la question en fait. Je suis un peu, non mais c'est vrai, je suis un peu peiné pour te répondre. Oui, je pense tout de suite à James Bond, mais je pense peut-être mon coup de cœur c'était Moonraker. C'est marrant. Moi j'aurais dit que c'était l'espion qui m'aimait. Ah non, c'est plutôt Moonraker parce que j'avais été marqué avec requin. Flegme britannique, évidemment. Alors lui, pour le coup, c'était la quintessence du flegme. Flegme. Un acteur, c'est vrai que ce qui est peut-être un peu dommage dans sa carrière, c'est que finalement ses prestations de James Bond ont éclipsé. Bon, il y a eu le Saint évidemment, et Amicalement Vôtre. Il a été casté. Il a commencé Amicalement Vôtre. Il a été casté en James Bond et il a dû arrêter la série derrière. Et c'est vrai que pour le coup, sa carrière cinématographique, à part en dehors de la saga James Bond, enfin non, je vais y arriver. En fait, les James Bond ont peut-être eu tendance à éclipser le reste des films qu'il a pu faire. Où il y avait, on va dire, à boire et à manger, il n'a pas fait que des choses bien aussi.
Je sais pas si j'ai répondu à ta question en Ah, fait. c'est tout à fait Pour ça. le coup. Non, Vous, bah qu'est-ce oui. qui vous a marqué dans les James Bond de Roger Moore? Moi, j'aimais beaucoup les James Bond de Roger Moore quand j'étais petit. Je les ai tous regardés quand j'étais petit et ado. Et ce que j'adorais, c'était vraiment les gadgets. Parce que c'était vraiment le premier James Bond qui vraiment, enfin, il allait à fond dans les gadgets. Ben, Moonraker, il y avait l'influence de Star Wars, donc forcément l'espace, les requins, l'espèce d'ennemi comme ça, hyper balèze. C'était assez impressionnant. Et il y avait, oui, c'était un peu aussi le premier James Bond hyper cool. Je dirais même plus que flegmatique. Il était cool. Voilà, il y avait de la bagarre, il y avait des courses-poursuites, des gadgets, en veux-tu, en voilà. Donc moi, c'était vraiment, je trouvais vraiment hyper cool ce James Bond. Donc c'est... Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les James Bond de Roger Moore ont un peu vieilli, qui sont un peu kitsch aujourd'hui. Est-ce que c'est votre ça. cas? Mais en Est-ce que fait, moi, c'est ça qui me plaît. Pardon. Oui, Mais tu parlais du record, enfin le fait que ce soit le recordman des acteurs à avoir interprété le plus souvent James Bond au cinéma, mais c'est aussi celui qui l'a interprété l'acteur le plus âgé à reprendre le rôle et l'acteur le plus âgé à jouer dans un James Bond, puisque dans le dernier, c'était en tout cas dangereusement votre. Et- hein. et ça, du coup, ça, c'est- ça se voit un peu parce Ouais. qu'on voit Et- beaucoup plus, c'est comme on parlait de Jake Gyllenhaal tout à l'heure, on voit en fait beaucoup plus la doublure de Roger Moore c'est ça. que Roger mais- Moore dans James Bond, même pour descendre un trottoir, hein, c'est assez bizarre. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. En fait, c'est ce qui lui donne son côté un peu kitsch, Oui. pas ringard. Faut pas abuser non plus. Mais enfin, parce que j'allais dire ringard, mais c'est pas vraiment ça. C'est vraiment kitsch, mais on est, enfin, c'est attendrissant presque. Et du coup, il est quand même cool. Mais c'est le James Bond un peu auto-parodique en fait. Moi, j'ai la scène d'intro de Dangereusement Vote qui est déjà le titre est déjà une parodie mais en tête et où il fait du snowboard ou du ski, je sais plus quoi, sur la Ski, musique des Beach Boys. et ça arrive comme ça d'un coup, sans prévenir. Et puis du ski devant un fond vert en plus, c'est ça Aussi, qui est, ouais. c'est ce qui est assez amusant. Peut-être que c'est ça qui marque en fait c'est tellement cool ça. sa période, c'est qu'au moins il a vraiment une période qui a été marquée. Alors que tu vois, par exemple, on peut se dire que Timothy Dalton et Daniel Craig sont pas si éloignés l'un que l'autre. Au moins, lui, il y a eu Ouais. cette période où c'était l'humour, les gadgets. On a Johan qui nous dit oui, c'était kitsch, mais tellement classique, effectivement. Je C'est trouve ça. que je suis assez d'accord avec cette idée sur enfin, tout à fait personnel, que les James Bond avec Roger Moore vieillissent peut-être un peu moins bien, tout en restant quand même d'un bon standing. Hein. Mais j'ai quand même une préférence de cœur pour le prochain Connery. Ces films. Ça n'engage que moi. Hein. Et justement, pour boucler notre hommage à Roger Moore, je vous renvoie sur Allociné. Aujourd'hui, on va mettre en ligne une news qui retranscrit une lettre publiée par Pierce Brosnan, en fait, qui rend hommage à Roger Moore. C'est assez touchant, en fait. Il explique que c'est son héros qui est tombé amoureux du personnage joué par Roger Moore et que Roger Moore, c'est le seul acteur à qui il a osé demander un autographe quand il avait 12 ans. Ce qui est assez beau. C'est un très très long texte, mais très beau. On sent que ça vient vraiment du cœur. Et voilà, donc voilà, nous on tenait à rendre hommage à Roger Moore. Je peux juste un Mais petit bien sûr, bien mot. sûr, bien sûr. Justement, parce que tu parlais de cœur, il a eu, c'est vrai que ces 20 dernières années, il était ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF. C'est un rôle vraiment pour le coup qu'il avait à cœur de faire. Et il succédait à Audrey Hepburn, qui était une grande amie de Roger Moore. Et il disait d'ailleurs, c'est le plus beau rôle de ma carrière d'artiste. Donc voilà, et jusqu'au bout, hein, vraiment. Donc chapeau. Et c'est d'ailleurs pour ses services, c'est grâce à ça qu'il avait été anobli par la reine Elisabeth. Voilà, donc chapeau l'artiste. Et je peux vous dire, pour l'avoir rencontré en 2012, pour les 50 ans de la saga, en fait, il avait écrit un livre. Physiquement, évidemment, il avait beaucoup changé, mais c'est quand même assez impressionnant. Et en plus, il gardait cet esprit vif, cet humour qu'il avait en tant que James Bond. Donc c'était assez amusant. Et puisqu'on parle de James Bond, et comme c'est l'heure de notre grand jeu, la team Fanzone versus la ils team s'en doutaient. Internaute, en sachant que la team Fanzone mène 1-0 dans cette deuxième manche, nous allons jouer avec la saga James Bond et les 24 titres des films. Donc voilà, l'idée donc, c'est de me donner les 24 me donner les titres des films de la saga officielle, parce qu'il y a eu il y a des films à part, et me donner les titres exacts, parce que des fois il y a des petites nuances. Donc voilà, il me faut les titres exacts des films, et je propose qu'on commence par les internautes. Donc voilà, les 24 films James Bond au cinéma. On est parti, en sachant que voilà, s'il y a des erreurs au bout d'un moment, voilà, donc on commence par Skyfall avec Damien. À vous. Demain ne meurt jamais. Demain ne meurt jamais, très bien. Moonraker pour Julien. Oui, Moonraker, parce qu'au début c'était marqué Moonraker, ça connaît pas. Bon baiser de Russie. Bon baiser de Russie, parfait. James Bond donc contre Dr. No, c'est pas exactement ça, jamais plus jamais, c'est justement un James Bond non officiel. Casino Royale avec Lazenby, ce n'est pas un Quantum of Solace, d'accord. Casino Royale. Casino Royale, exactement. Vivre et laisser mourir, effectivement, qui est le premier film de Roger Moore.
Dangereusement vôtre. Dangereusement Vôtre, qui est le dernier film de Roger Moore, du coup. Alors, Spectre, c'est pas exactement ça, le vrai titre français. Meurt un autre jour, ça a déjà été dit. Donc voilà, on laisse quand même on laisse quelques secondes pour répondre. Ah non, c'est toujours à eux. Meurt un autre jour, c'est déjà. Meurt un autre jour, voilà, ça c'est bon. GoldenEye. GoldenEye, très bien. Le monde ne suffit pas pour les internautes, oui. Opération Tonnerre. Opération Tonnerre, exactement. Le monde ne suffit pas, ça a déjà été dit. GoldenEye aussi. Demain ne meurt jamais, ça a déjà été dit. Alors non, c'est pas exactement ça. Au service de Sa Majesté, c'est pas le vrai titre. C'est pour ça que je dis, évidemment, on précise qu'il y a une petite nuance à chaque fois. Les diamants sont éternels, oui, c'est le dernier film de Sean Connery. Je sais plus. Moonraker. Moonraker, ça a déjà été dit. Ah pardon. Octopussy. Octopussy, exactement. Tuer n'est pas joué, oui, qui est le premier film de Timothy Dalton. Ah bon Permis de tuer. Permis de tuer, oui. Permis de tuer, qui est le deuxième et dernier film de Timothy Dalton. 007 Spectre, voilà, c'est le titre exact du film. Ah ouais, oula. À vous. Demain ne meurt jamais, on le dit. Oui. Ah oui, James Bond contre Dr. No, on l'a dit. Il y a une petite subtilité en plus. En fait. Non, c'est le titre français en fait. Il y a un truc à rajouter. Au service. Oui, Constance. Au service secret. Au service secret de Sa Majesté. Voilà, service très bien. secret de Sa Majesté. Ouais. Vous nous dites. Ah oui. Donc Casino Royale. Donc Pas du tout soufflé, Goldfinger. Oui, mais c'est pas nous. Ah, c'est pas nous. Encore. Ah non, tu l'as raté. J'ai grillé la carte. On va se tirer une balle dans le pied là. Casino Royale, attention. Allez, je vous laisse 5 secondes les internautes. 4, 3, On gagne. 2, 1. Et ben voilà, vous gagnez grâce à Goldfinger. Ah, Vous avez c'est rajouté. ça. Ça fait donc 2-0 pour la team Fanzone dans cette deuxième manche de notre grand jeu. Malheureusement, vous vous dites Quantum of Solace, mais c'est trop tard, on a un pistolet d'or aussi. Pour la précision, en fait, Dr. No, c'était James Bond 007 contre Dr. No, le vrai titre français. Ah oui, c'est Voilà, possible. il fallait quand même que ce soit précis. Belle victoire à vous, messieurs. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été là et notamment pour cette partie sur les jeux vidéo qui était très très intéressante. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres lives. Dans 2 jours, on a rendez-vous avec l'équipe de la série L'Arme Fatale. Voilà, qui on posera vos questions. L'équipe L'Arme Fatale qui passe sur TF1. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouveau live. Je pense qu'il sera question de Wonder Woman puisque la super-héroïne débarque au cinéma mercredi 7 juin. Donc voilà. En tout cas, il me reste à vous remercier l'équipe en régie, à savoir Constance, Claire et Julien, la rédaction qui nous suit de près ou de loin, et notamment Johan et Mathilde qu'on embrasse. Merci à vous, vive le cinéma, vive Fanzone, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Salut. Ciao.